Quand Hervé m'a contacté pour parler de la défense, j'étais très content puisque c'est un sujet qui est pas souvent abordé et qui, moi, me passionne parce que je pense qu'on peut prendre son pied quand on défend. Et la défense, c'est important puisque c'est le départ de l'attaque. On a souvent tendance à dire que la meilleure attaque, c'est le fait de faire un stop, prendre un rebond et de pouvoir courir. C'est quand même les situations qui amènent le plus souvent des paniers faciles en surnombre. Et donc, c'est une des meilleures attaques qui puisse exister au monde, le fait de courir et d'aller marquer des lay-ups tout seul. J'en veux aussi pour preuve un adage que j'ai retenu d'Arman Counter depuis j'ai été assistant pendant 3 ans et qui lui avait comme mentor un certain Bobby Knight, un coach d'Indiana, pour ceux qui se rappellent de lui, c'était le fameux coach qui avait jeté sa chaise sur un terrain de basket en plein match et qui lui disait quoi qu'il arrive, on stoppe, on marque pas, on stoppe, on marque pas. À la fin, le score n'a pas évolué du tout. Tant qu'on défend, on ne met pas en péril le gain du match. Et pour lui aussi, d'ailleurs, la meilleure des défenses, ça reste un contre un. Si on remporte tous les duels, on est tous d'accord qu'il va pas se passer grand-chose. Pour avoir une bonne défense, il faut avoir des bons défenseurs aussi. Défense, il existe beaucoup de philosophies et sans doute que vous tous, vous allez vous reconnaître ou pas dans les philosophies défensives que je vais vous décrire. Il y a ceux qui prônent une seule défense, mais par contre qui est très bien exécutée, on va au bout des choses. Après, il y a ceux qui amènent beaucoup de défense, pas toujours exécutées à la perfection, fait pour masquer souvent des carences défensives. Et après, une troisième serait pour moi l'adaptation permanente à l'adversaire d'un match à un autre. Et puis il y a un autre type de défense qui est un peu inspiré de Christian Monchot, qui est d'installer une défense par rapport à sa propre line-up. Ce que j'appelle line-up, c'est le 5 qui est sur le terrain. J'ai un petit poste 5 et j'ai des grands arrières, par exemple, et à chaque fois que c'est ce 5-là qui est aligné, on switch tout. Et au contraire, j'ai un très grand poste 5 et des petits arrières, et là, on va être beaucoup plus protecteur du panier, ou là, on va passer en zone. Et ce que je vais vous présenter, c'est quelque part un peu un mix, où des fois, on appuie plus sur une façon de faire que sur une autre. Proposer des choses un peu inhabituelles, des choses qui dérangent, et une façon de dicter l'attaque à l'adversaire plutôt que de la subir. C'est-à-dire que on veut emmener les attaquants dans des endroits où on pense qu'il est plus facile de défendre, et on veut casser chez eux leur timing et leur spacing. Voilà. Mais par contre, il y a deux mots qui sont très importants, c'est toujours smart et intensity. Quoi qu'il arrive, vous pouvez faire n'importe quelle défense. Si vous n'êtes pas intense, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'avez pas de pression sur le ballon, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'êtes pas intelligent et que vous faites les choses bêtement, sans lire les situations en défense, on parle souvent de lecture du jeu en attaque, mais on n'en parle pas toujours très souvent en défense non plus. Si on n'est pas ni smart ni intense, ça, on peut avoir des grandes difficultés, pardon, tout aussi bon technicien que l'on puisse être. Donc la base de ma proposition, c'est d'apprendre aux joueurs à reconnaître les situations et donc de faire acquérir une forme de culture basket défensive. Reconnaître chez mon adversaire si c'est un shooter ou pas, quelle est sa main forte. Est-ce que le pick and roll vient vers moi? Est-ce qu'il s'écarte de moi? Est-ce que la réception de balle sur un joueur intérieur, elle est proche ou elle est loin de la raquette? Et donc c'est apprendre aux joueurs à reconnaître ces situations. Alors, apprendre quoi regarder et quand le regarder. L'autre base, c'est aussi apprendre aux joueurs à communiquer ensemble sur le terrain. Si on veut anticiper et avoir un temps d'avance sur l'attaque, il faut pouvoir reconnaître et aider mes partenaires à reconnaître. Et donc pour ça, la communication est un élément essentiel. On utilise des codes couleurs souvent des codes couleurs ou bien des termes anglais. Ça va plus vite de le dire comme ça. Et comme on a affaire à des joueurs étrangers aussi, on donne aussi des repères sur le terrain par rapport à des lignes qui sont présentes sur tout le terrain de basket. Et on a un principe qui est le ECL, Early, Continuously, Loudly. C'est-à-dire tôt, le plus tôt possible, plusieurs fois sur le même message,
et fort, le plus fort possible, de façon à ce que tout le message soit bien compris. La base de cette proposition-là, elle est aussi faite sur une répétition et une multiplicité des situations pour tout appréhender. Une attaque, on a aussi beaucoup de façons, de jouer, de façon à aussi amener une culture. On a proposé des schémas tactiques en attaque sur lesquels on allait jouer pour pouvoir apprendre à les défendre en équipe. Et là, j'en viens à une forme de management participatif. On ne fait bien que ce qu'on a envie de faire. Si le groupe décide ensemble de faire step sur un pick and roll, puisque tout le monde l'a décidé, tout le monde va avoir envie que ça marche. Si c'est seulement le coach qui le décide à l'encontre de ce que veulent faire les joueurs, on peut être amené à avoir des réticences ou au moins pas un 100% dans l'engagement. Ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire que ce sont les joueurs qui décident des stratégies défensives profondes. Mais par contre, je pense qu'il est intéressant qu'on se mette d'accord sur des repères communs, sur des codes couleurs communes, et les amener à prendre cette décision, c'est les inscrire dans cet engagement, et donc les motiver pour que ça réussisse. On va voir ce matin quatre cas concrets. La défense du 1 contre 1 face aux les situations de post-up, les sorties d'écran, et donc le pick and roll milieu. On est sur le 1 contre 1 face au panier. On donne des repères aux joueurs. C'est, vous voyez, le joueur qui porte le balle dans l'axe 1. On met souvent les joueurs sur leur main faible. Alors, leur main faible, c'est quoi la main faible? C'est la main sur laquelle je suis moins bon passeur, c'est la main sur laquelle je suis moins bon tireur, c'est la main sur laquelle je dribble le moins bien. On a des outils par rapport à ça. Cette année, on a eu affaire, par exemple, à un certain Thierry Smith qui joue à Nantes et qui joue énormément de pick and roll axe, et on avait essayé de le mettre sur sa main gauche puisque son pourcentage de passes réussies et son pourcentage au tir était plus faible sur cette main-là. Donc on avait décidé dans l'axe de l'envoyer sur la main gauche pour limiter son champ d'action sur sa main qui est plus forte par rapport à ces trois paramètres, que sont donc la passe, le tir et le dribble. Si vous regardez maintenant les joueurs 2 et 3, on donne des orientations dans les grands corners. Ce sont des orientations qui sont faciles à ne reconnaître. On n'est pas sur des orientations parallèles à la ligne de touche pour des raisons que l'on verra ensuite. On ne veut pas complètement ouvrir la ligne de fond. Ensuite, on donne des notions de pression en fonction des adversaires. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il s'agissait de reconnaître un joueur qui était plutôt slasher, fort en drive, ou un joueur qui était plutôt tireur, et auquel cas on oriente la pression défensive qu'on peut mettre sur ce joueur-là en fonction de ses propres qualités, bien entendu. Et après, je prône personnellement d'être capable de mettre de la pression sur la première partie de terrain et ensuite de relâcher cette pression-là, puisque je veux pas rentrer dans de la surpression inefficace qui amène beaucoup ensuite de distanciation avec les aides défensives possibles. Si le joueur 1, plutôt que d'être proche de la ligne à 3 points, il est proche du demi-cercle de la ligne médiane et qu'on est en surpression et qu'on est passé, les distances d'aide ensuite sont très importantes et le terrain à couvrir est très important aussi. La dernière chose aussi, on demande à nos joueurs de mettre de la surpression sur les fins de possession en fonction du type de joueur que l'on a en face. On appelle cette défense, mais on la verra un peu plus tard, Banzai. C'est un code qu'on s'est donné. On sait très bien que dans les dernières secondes, c'est souvent le joueur qu'on appelle le go-to guy, le joueur clutch, le joueur qui va devoir prendre la décision du tir dans le moment important, dans les dernières secondes. Et ce qu'on veut, nous, c'est que ce soit une autre personne qui prenne cette responsabilité au tir, peut-être par manque d'habitude, mais aussi peut-être par obligation. Souvent, il y a des joueurs qui se cachent et qui préfèrent que les gros joueurs prennent la responsabilité puisqu'ils sont là pour ça. Donc, dans ces cas-là, on n'hésite pas à faire surdribbler ce joueur-là et à amener des aides défensives pour l'obliger à lâcher les ballons. Mais on le verra plus facilement sur notre diapositive. Maintenant, la défense sur le post-up. Et là, on va plus rentrer dans les choses qui vont nous intéresser par rapport à cette construction de défense collective intelligente par rapport aux espaces. On a essayé la saison dernière, et c'est quelque chose que j'ai envie de développer moi, développer une défense sur les aides dans le poste bas en fonction de l'emplacement où le joueur reçoit les ballons. Évidemment, si vous avez un joueur qui est dominant en défense dans les 1 contre 1, c'est pas la peine de donner des aides. L'adage trop d'aide tue l'aide est très vrai.
ne déclenchez pas des aides si vous n'avez pas besoin de donner des aides. Si le rapport de force est en votre faveur dans le jeu intérieur, c'est pas la peine de donner une aide pour faciliter le travail de l'attaque, sauf, et je dis bien sauf, si vous avez remarqué par exemple que même si vous avez l'avantage, un joueur trappé peut avoir tendance parfois à faire des mauvaises passes. Bon voilà, en admettant qu'ici on soit en difficulté sur un joueur intérieur, ce qui était parfois le cas chez nous sur la saison qui vient de s'écouler, une des premières tendances, c'est essayer de faire en sorte que le poste 5 reçoive le ballon le plus loin possible du cercle et donc être sur une situation 3/4 haut, de façon à ce que les passes directes près de la position préférentielle du poste médian soient interdites. Et donc à partir de là, dès lors que le poste 5 fait un pas pour s'écarter, pour recevoir la balle, le défenseur du porteur de balle 1 peut lui du coup faire ce qu'on appelle un step-off, se décaler de son propre joueur pour occuper un espace. Occuper un espace qu'on appelle communément en anglais le dig, D-I-G, qui littéralement veut dire en français creuser. Et donc sur une position avec une main sur le ballon et une main sur son propre joueur haute pour ralentir le retour de passe et dans une situation de ce qu'on appelle pistol, c'est-à-dire pouvoir voir les deux joueurs en même temps. Sur le dribble du poste 5 pour s'approcher du cercle, être en mesure d'intervenir sur sa main là, si on est sur le schéma de gauche ici, avec la main droite, sur le dribble, venir chasser la balle pour faire en sorte que le porteur de balle 5 stoppe son dribble. Donc là, on est sur le premier schéma et le deuxième schéma avec le défenseur X1 qui vient occuper l'espace. Évidemment, en fonction de l'agressivité que l'on souhaite mettre, c'est ce qu'on a fait cette année, par exemple, sur un joueur qui s'appelle Grismet Pommier, qui est à Saint-Chamond, qui vient de signer à Limoges, qui est très dominant sur le poste 5. Lui, on avait décidé, dès lors que la balle rentrait sur lui, de faire totalement décrocher le poste X1 et de venir trapper par le haut, et donc de déclencher des aides défensives par le haut, alors là qui ne sont pas dessinées, je m'en excuse, mais qui viendraient du poste haut pour couper le retour de passe sur l'ancien porteur de balle 1, de façon à l'obliger à libérer les balles. Un peu une défense, entre guillemets, banzai, mais dans le poste bas. Alors, le code couleur qu'on a mis sur ça, c'était red, rouge. Malgré les efforts du poste 5 à être au-dessus, peut-être après un écran, après des choses comme ça, ou en transition, ce qui arrive aussi souvent, si la passe peut arriver proche de la raquette, le repère, c'était souvent un pas de la zone restrictive. Dans ces cas-là, tout en conservant une orientation vers le haut du poste 5, la consigne, c'était pour le coup d'attaquer le ballon avec sa main gauche dans le cas présent pour ne pas qu'il puisse se retourner et se mettre face au jeu, ne pas pouvoir voir les passes et surtout l'obliger autant que faire se peut à faire un spin vers la ligne de fond pour venir s'emplâtrer sur le poste 4 qui vient défendre ensuite sur cette rotation. Là aussi, en fonction de l'agressivité que l'on veut mettre et de l'effet de surprise, on peut partir sur une trappe sur le catch ou bien sur le dribble. Voilà, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et là, pour le coup, je vous ai mis les rotations défensives en place dans ces cas-là, avec le poste 4 qui vient prendre par le fond, le poste 3 qui vient dans ce qu'on appelle le low spot protector. On protège l'accès à la raquette par le bas. Et donc, tout ce qui rentre doit être bumpé. La priorité, c'est la raquette. On veut que personne rentre dans la raquette. Et le poste 2, qui lui vient se mettre au milieu de la ligne des lancers francs, dans ce qu'on appellerait, nous, le high spot protector, qui, et lui aussi, doit bumper tout ce qui rentre dans la raquette, quitte à laisser le tir à 3 points. Toutes les passes lobées nous donnent le temps de faire les rotations. Alors que les passes directes dans la raquette sont pour nous beaucoup plus dangereuses. Voilà. Et là aussi, c'était raid. Et c'est déjà une première approche de défense collective intelligente à travers la reconnaissance de la situation. Le catch est-il près du cercle? Le catch est-il loin du cercle? Et ensuite avoir aussi des repères communs sur on trappe sur le dribble ou bien sur la passe. J'aime bien, mais c'est casser les chemins d'écran. Si vous êtes en attaque et qu'on vous laisse poser les écrans comme vous voulez, vous allez vous régaler.
et vous allez pouvoir vraiment aller choper des mecs, faire des super écrans dans le dos. Par contre, si vous êtes contesté sur ces poses d'écran, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile à faire. C'est déjà beaucoup plus compliqué. J'ai pris un exemple concret, il y en a des tonnes d'autres, mais sur juste ce que tout le monde connaît, le Diamond Offense, la double sortie, le carreton en anglais, en espagnol, pardon. C'est là le principe où le poste 2 en bas a le choix dans sa sortie d'écran et où le 3 lit sur la sortie du 2 pour rééquilibrer, ou pas d'ailleurs, les espaces et toutes les démultiplications d'options possibles à travers ce type de schéma. La première des choses, c'est pour le poste, le défenseur 2, le défenseur 3, notre option, c'est toujours, peu importe les formes de jeu, peu importe qui va être amené ensuite, d'orienter vers le joueur qui sera le plus à même de pouvoir changer s'il y a du retard. Et donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est le poste 4. Et donc, on est toujours, c'est pour ça que mon positionnement ici de X2 n'est pas anodin, et X3 n'est pas anodin non plus, c'est qu'on envoie toujours un petit peu 3/4 haut, plutôt vers le poste 4, le plus à même de switcher sur un extérieur. Voilà. Alors, il y a des parades à ça. Par exemple, vous avez des situations, quand vous avez des grands postes 2, on fait juste sortir le poste 4, on passe au 4 et on isole tout de suite le poste 2. Bah oui, ça c'est pas parfait ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on n'est pas non plus en complet ici, orienté vers le poste 4, mais au moins donner une petite orientation pour pouvoir quelque part frotter un peu plus si ça part du côté 5 et ralentir, et si c'est du côté 4, être plus à l'aise s'il y a besoin de switcher. J'ai dessiné la trajectoire du poste 5 qui doit partir en gros de elbow point extended, le prolongement du coup d'ici pour aller poser l'écran le plus profond possible, évidemment, dans la raquette pour le joueur extérieur. Et là, vous voyez que on se met en opposition pour justement qu'il puisse pas poser l'écran aussi facilement qu'il le souhaiterait. Pour plein de raisons, Pour pas que son downscreen flash il soit trop profond dans la raquette, c'est la première chose. Pour pas qu'il puisse non plus aller poser un écran avec de la vitesse et de la précision sur le défenseur 2, mais aussi pour que le défenseur 2 il ait le temps de réagir à cette pose d'écran. Il n'y a rien de pire que de jouer contre une attaque qui récite à 100 à l'heure ses placements et ses déplacements et qui vous impose son rythme. Donc l'objectif ici, c'est de casser les rythmes, casser les chemins et les rythmes d'écran. Alors évidemment, ça amène des fautes parfois, mais quand vous faites ça tout le match, les arbitres ne prennent pas toujours tout non plus. Bien sûr, c'est associé à une pression sur le ballon, puisque c'est pas Philippe Hervé qui me le démentira, mais les passes avec pression et sans pression ne sont pas les mêmes. Donc là, le défenseur 1, on lui demande de mettre de la pression sur le ballon. Donc il faut pour le défenseur 2 et 3 reconnaître la situation. On est sur une situation de diamond offense. Et on parle des cas de curl. Alors, c'est des choses un peu bateau, mais qui méritent quand même qu'on revienne dessus. Si malgré les efforts de 5 et de 2, 5 est en mesure de quand même poser un bon écran sur le défenseur 2 et prendre de la vitesse et travailler sur ce qu'on appelle un curl large, un wide curl. On fera intervenir momentanément et sur la passe le défenseur 1, pas avant la passe, sur la passe. C'est-à-dire que sur la passe, il y a toujours un saut du côté ballon. Et nous, on aime bien le faire ouvert pour prendre du volume et pour voir ce que fait le porteur de balle. On veut toujours avoir un œil sur le ballon. On essaye le moins possible de perdre le ballon de vue. Puisque quand vous voyez une passe partir, vous pouvez réagir. Si vous ne voyez pas la passe partir, vous réagissez toujours après. Et donc là, être ce qu'on appelle, nous, dans une forme de gap jump. Gap jump, G-A-P, jump, J-U-M-P, on saute dans l'espace. Un gap, c'est un fossé. Et donc, c'est sauter dans cet espace sur la passe pour être déjà dans une aide qu'on appellera positionnelle, pour déjà faire réfléchir le porteur de balle. C'est comme sur un pick and roll step, si vous mettez le fameux safety devant le demi-cercle ici, et que vous lui demandez de
soit montrer les mains, soit de laisser les mains dans les poches. Le simple fait d'être ici en montrant les mains amène une demi-seconde de réflexion en plus pour le porteur de balle. Et du coup, une demi-seconde en basket et en défense, c'est 2 ou 3 mètres. C'est énorme, c'est essentiel. Et donc, ça ralentit. Et Herman Coulter disait ne pensez pas trop parce que ça vous ralentit. Et nous, notre objectif, c'est justement de faire penser beaucoup les attaquants pour que les décisions soient beaucoup plus lentes. Enfin, qu'il y ait besoin d'analyser pour prendre des décisions. Et donc, dicter la façon de défendre. Donc là, on est dans le cas ici, à droite, sur ce qu'on appelle un wide curl, et avec le poste 5 qui n'a pas pu dévier le chemin d'écran. Si on revient sur cette diapo ici, le fait de dévier le chemin d'écran ici amène un écran posé beaucoup plus près de la ligne de fond et la possibilité pour le défenseur de 2 de passer au-dessus de l'écran. Puisque là, dans le cas présent, alors j'enlève ça, ça m'embête. Puisque là, dans le cas présent, l'espace de flare ou de fade, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, de s'écarter de l'écran, est beaucoup moins important et la passe est beaucoup moins facile. D'autant plus si on a réussi à mettre de la pression sur le ballon. Passer à la diapositive suivante. Là, on est sur, alors il y a beaucoup de flèches. Hein. Là, on est sur la défense ce qu'on appelle le tight curl, le curl serré, où là, c'est difficile de demander au défenseur 1 de venir jusque dans la raquette pour couvrir cette sortie d'écran. On est encore dans le cas où le poste 5 n'a pas pu être dévié de sa pose d'écran. Il a pu toucher vraiment le défenseur 2 et amener du retard. Et l'attaquant 2 a voulu être beaucoup plus agressif. Là, c'est difficile de demander au défenseur 1 de venir intervenir jusque dans la raquette. Et là, on est dans un et si. Pour rassurer les joueurs aussi, on est sur une forme de principe de base. On veut faire ça. Oui, mais quoi si? Donc, s'il y a ça, alors on peut faire ça. Et si. De toute façon, à ce qu'il y ait toujours une réponse. Il n'y a jamais de match qui se finisse par 3-2. Hein, on n'est pas au foot. Les gens marquent des paniers parce que les joueurs sont forts et à haut niveau, c'est pas facile de tout stopper. Donc là, et quoi si il y a un tight curl et que le joueur il reçoit la balle et qu'il attaque tout de suite le grand. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une défense un petit peu, alors je sais pas le meilleur terme, mais ce que j'appelle moi un petit peu run and jump, à savoir que ou un switch, voilà, un switch plutôt, ça sera plus clair. Un switch et un jump switch. C'est-à-dire c'est pas un switch à plat pour étirer le grand ici jusque dans la raquette de manière à ce qu'il puisse voir le mismatch qu'il a créé par ce curl-là. C'est un jump switch pour le garder vers le haut ici et donner peut-être du temps au poste 2 de reprendre le joueur et au 5 de reprendre avec le 4 qui aura décroché un peu ici. Et quand je dis un jump switch, c'est vraiment attaquer le ballon pour qu'il retourne vers le haut et qu'il puisse être pendant une demi-seconde ici dans la capacité de voir ce qui se passe ici. Si jamais c'est agressif, et quoi si, si mine de rien, on n'y arrive pas parce que le grand est en retard, et si, du coup, le défenseur 2 doit couper le retour de passe et écraser au maximum le joueur vers le fond. Pourquoi? Pour forcer une passe lobée qui met toujours un petit peu plus de temps qu'une passe directe. Et puis donner du temps éventuellement au défenseur 4 de venir intervenir sur ce catch-là puisqu'on est dans une situation de mismatch. Et puis, de temps en temps, il m'arrive de demander à mes joueurs dans ces situations-là de faire faute, puisque les fautes font partie de la défense. Jusqu'à preuve du contraire, quand on a un effectif fourni et qu'on n'est pas dans la pénalité, faire une faute sur une saison de mismatch, c'est annuler le mismatch, remettre la balle sur le côté et repartir pour une tentative d'attaque de l'adversaire. Les fautes, font pour moi partie intégrante de la défense. Et dans tous les feedbacks, il est très important de mettre en valeur ce type de choses à l'image et devant le groupe. Pour dire, voilà, Jamar, il a fait une faute pour stopper la contre-attaque. Jamar, il a accepté de prendre une faute. Ça, c'est le premier des points. Ensuite, on a instauré depuis maintenant 3 ans la mise en place de stats cachés. Alors, les stats cachés, c'est un sujet qui est un peu passionnant. Dans ces stats cachés, on a notamment les rotations défensives, les passages en force provoqués qui ne rentrent pas dans les stats.
les passes de la passe, les 50-50 balls. Les 50-50 balls, vous savez, c'est ces ballons qui traînent par terre. Et est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Hervé qui va prendre ce ballon? Et ça fait partie de nos stats cachés, des stats que lui prend après chaque match. Et ensuite, on a un système de points qu'on fait par mois sur des moyennes. Et on fait le meilleur, celui qui a fait le plus d'efforts pour l'équipe. On appelle ça les hustle charts. C'est le tableau des efforts, des choses qui ne sont pas dans les stats officielles. Et donc qui permettent de quelque part récompenser tout ce qui n'est pas récompensé par les chiffres officiels en tout cas. Et donc vous avez, si je prends ici les deflects, c'est tous les ballons touchés. On sait qu'un ballon touché, c'est toujours une avance de prise ou bien un retard de gagner par rapport à l'attaque. Les tirs contestés, on veut évidemment contester le 100% des tirs de l'adversaire, enfin du moins se rapprocher le plus possible des 100%, alors c'est très difficile évidemment. Quand on est déjà à 70%, on a déjà fait un très bon match. Les situations de 1 contre 1 contenu, donc les one-on-one situation contain. Les 50-50 balls, c'est ce dont je vous parlais. Les écrans de retard, les box-out, ça je pense que tout le monde connaît. Les charges, donc ça c'est passages en force qui sont provoqués. Et ensuite une partie un petit peu sur l'attaque pour aussi engager les gens dans les choses qui sont pas qui sont relayées mais de manière empirique par les coachs quand tu dis bah, pose un bon écran bordel. Oui mais c'est pas compté, c'est pas marqué. Là par exemple, Zo Coleman sur ce match-là, il avait posé 14 bons écrans, du moins considéré comme étant bon par la personne qui est toujours la même, qui fait les mêmes stats sur toute l'année. Comme ça, il n'y a pas de divergence non plus d'évaluation ou de différence d'évaluation d'une personne et une autre, d'une différence de perception, pardon. Pareil pour ce qu'on appelle la hockey pass, la passe de la passe. Il y a sur un pick and roll avec un step ou une trappe, c'est le joueur qui réussit à libérer le ballon très vite pour amener une deuxième passe très vite ensuite derrière. Bon, bah, ce joueur-là n'est pas récompensé par sa justesse technique et sa bonne prise de décision dans les stats officielles. Et là, nous, on le prend aussi en compte. Et enfin, les passes de première relance après un rebond, de manière à ce qui va favoriser bien entendu la course. Et donc, ce qui donne ensuite un ranking, un nombre de points sur le match, qu'on incrémente avec le nombre de minutes passées sur le terrain, de manière à aussi avoir une certaine justesse. C'est un ranking par minute, et ce qui donne les stats sur votre droite ici, qui permet de ensuite valoriser le travail des gens. Donc le schéma de droite, c'est un exemple type de switch qu'on automatise. Alors ça pourrait être inversé avec un poste 4 en haut, avec un poste 2 en haut et un poste 4 en bas. Sur la dépôt d'après, c'est quelque chose que l'on pourrait voir. Tous les écrans descendants, petit vers grand, peuvent être switchés. On switch pour couper les passes. De la même manière qu'un switch à plat, c'est neutre, voire négatif, un switch juste pour ne pas bouger et faire la tour de contrôle, c'est négatif aussi. Quand on switch, c'est pour switcher agressif. On switch pour, encore une fois, casser le timing, casser le spacing et casser les repères et dicter la façon dont on veut que l'équipe adverse l'attaque. On switch pour couper les passes et le poste 4 ici switch en passant devant pour ne pas se faire flasher. Peu importe, même si c'est sur un petit. L'objectif, c'est de couper ces passes-là. Alors, encore une fois, en open deny, c'est-à-dire ouvert à la balle, ou en full deny, en fonction de la vitesse à laquelle ça va et de le moment où j'ai pu reconnaître la situation. Dans tous ces moments-là, c'est souvent le joueur du bas qui est près de la ligne de fond, qui voit tout, qui va annoncer le switch. C'est une des choses qu'il faut aussi apprendre aux joueurs, c'est qui annonce le switch. Alors, si le joueur du haut, on avait nous la chance d'avoir un joueur, en l'occurrence Jamar Diggs, qui a un QI basket, une reconnaissance des situations au-dessus du lot, qui lui peut tout annoncer très facilement et pour tout le monde, et qui annonce même pour les autres. Quand on a ce type de joueur, ce type de défense est très intéressante. Quand on n'a pas, évidemment, ça complique un peu les choses et le temps d'adaptation et d'apprentissage est un petit peu plus long. Mais par exemple, si je reprends sur le schéma ici,
le joueur qui annonce le switch et qui sait qu'il va être en retard, c'est le défenseur de 2. Sur les écrans non porteurs, c'est souvent le défenseur du non porteur de celui qui utilise l'écran qui va annoncer le switch, que c'est lui qui va sentir le retard ou pas. Sur les pick and roll, c'est bien souvent le défenseur du porteur d'écran qui va annoncer le switch et pas l'inverse. C'est important parce que c'est qui décide du switch. Alors ça peut être le coach sur des stratégies prédéfinies en fait à l'avance. Et donc là, sur ce schéma-là, on va aller un peu plus loin ensuite. Écran descendant 2 pour K, donc petit pour grand, on switch pour couper la passe et pour ne pas se faire flasher. Alors, et ensuite, ce qui risque d'arriver, évidemment, c'est que sur le renversement de ballon ici, 4 qui est défendu par un petit, on va chercher à prendre la position. Donc là, si on n'a pas coupé la balle, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans cette et si. On a toujours un plan A, et c'est un peu un algorithme de défense, pour le coup. Qu'est-ce qui se passe s'il y a ça? Ah bah dans ces cas-là, il y a ça. Dans ces cas-là, on fait ça. Normalement, poste 4 doit couper la passe au poste 2. Mais oui, mais quoi si c'est pas possible, du coup? Alors évidemment, si le 4 va au pic, un peu, je dirais, naïvement ou bêtement, le rapport de force va se rééquilibrer naturellement pour nous et on sera très très heureux. Mais bon, à un certain niveau, les joueurs commencent à réfléchir quand même et ne font plus, pour moi, ce que je considère être une erreur stratégique en tout cas. Sur la passe, extra passe à 45 degrés, le poste 4 va chercher à aller poster son poste 2, évidemment, près du panier. Dans ces cas-là, le 5 aura reconnu la situation. Alors là, on est vraiment dans une défense de type match-up. Pour le coup, le 5 va venir prendre la descente du poste 4 le plus haut possible. Le plus haut possible. On dit toujours, là aussi, le plus haut on touche, le mieux c'est. De façon à ce que la prise de position soit la moins profonde possible et surtout pour choquer les gens. Parce que quand ils vont descendre, ils sont en aveugle et on peut faire des fautes, hein, il peut y avoir des fautes, mais c'est pas très très grave pour moi. Choquer, et là du coup, le poste 2 va pouvoir lâcher son joueur, partir dans les rotations à l'opposé, et le poste 3 venir couvrir le poste 5 momentanément. Ce qui va du coup obliger une autre passe de renversement pour retrouver ce mismatch-là. Et donc là, on sait qu'on a que 24 secondes pour attaquer quand même sur une possession. Et nous, ce qu'on veut, c'est obliger d'autres passes, forcer d'autres passes pour nous donner du temps. Sur chaque passe, on peut bouger. De même, dans le même type, tout ce qui est écran dans le dos, grand pour petit, ça aussi, on va avoir tendance, vous savez, les fameux UCLA cut, on va avoir tendance à laisser le grand en bas et à laisser le petit en haut avec le grand. Et le grand, s'il a besoin de descendre, bah, ça va forcer des passes, des ouvertures d'angle de passe. Et ça va nous donner du temps à nous pour nous réajuster. Et pendant ce temps-là, nous dictons ce qu'on veut que l'attaque fasse sur des schémas et des mouvements, des déplacements défensifs qu'on répète tous les jours à l'entraînement et qui vont dans nos habitudes. Voilà. Et donc dicter leur façon de jouer plutôt que subir la façon dont eux veulent jouer. Voilà. Ici, c'est sur un cas concret, par exemple, de ce qu'on appelle un screen away, écran vers l'extérieur, du 5 qui va porter un écran sur le poste 2 et toujours dans cette alors qui pourrait être un stagger away si on mettait le 4 en bas et le 2 plutôt que d'être ici à 45 dans le corner, on pourrait fonctionner de la même façon où on sait bien que le 2 veut remonter en tête de raquette pour prendre un tir, mais pour être agressif ici. Là, bon, j'ai simplifié, mais ça marche exactement de la même façon. Si on arrive à reconnaître la situation, le poste 2 va se mettre sur le chemin de sortie d'écran, ici, et demander au poste 5 de défendre la raquette pour lui, puisqu'on sait que la réponse en attaque dans ces cas-là est de flasher dans la raquette. Et donc le poste 5 joue ici un rôle de bumper, comme au flipper. C'est-à-dire que il va pouvoir, le temps que le 2 puisse agir et aller avec lui, il va bumper et freiner la progression du poste 2 vers la raquette pour que le 2 ait le temps de reprendre le joueur. D'accord? Ici, c'est quelque chose sur lequel on se base souvent avec les joueurs. Les joueurs ont tendance ensuite à glisser l'écran, ce qui pour moi est une erreur. Moi, je veux
qu'on reste accroché un petit peu comme la moule à son rocher aux joueurs, de façon à toujours être dans cette contestation du déplacement et de fait de sentir une pression avec le ballon, mais là, pour le coup, sans le ballon. Voilà. Et imposer une domination physique. Voilà. Ici, alors, si jamais on n'a pas eu le temps, on est toujours sur cette. Il sort de l'écran. Le 5, du coup, va être au niveau de l'écran, se montrer peut-être sur un appui, de façon juste à faire que le 4 soit pas provienne à 3 points, mais un petit peu plus loin, ce qui diminue les pourcentages de tir, diminue aussi certains réflexes. Voilà. Et surtout de l'agressivité. Et là aussi, on est dans, et s'il est agressif, le 5 switch, le 2 défend le retour de passe au 5. Si le 5 descend, le 4 va prendre et le 2 va partir corner ensuite. J'ai peut-être été un petit peu vite, mais si jamais le 2 ici tourne autour, attrape et le 5 est trop bas, ce qui est parfois le cas évidemment, en dribble, attaque le 5 prend, le 2 coupe le retour de passe pour pas avoir de passe direct sur la descente du 5 et ensuite va passer le joueur au poste 4 et le 2 va partir corner pour tuer cette extra passe corner. Voilà, j'espère être clair dans ce que je vous raconte, parce que c'est pas dessiné. Alors, pourquoi? Parce que souvent, sur toutes ces situations de screen away ou de stagger away, la passe, 90% du temps, vient de 45 degrés. C'est un peu plus rarement du poste bas, et je dirais encore plus rarement du grand corner. Et ça a une importance puisqu'on est sur cette notion ici de sur la passe, on saute au ballon. On saute dans un espace, dans une forme de gap jump encore, comme sur le fameux wide curl ou le tight curl dont je vous parlais un peu tout à l'heure, et pour rester toujours dans cette forme de cohérence. Alors j'hésite de passer à la diapo suivante. Et c'est là où ça se corse un peu. Donc le 2 reste avec son joueur, ce que j'ai décrit un petit peu tout à l'heure, et le 1 va sauter dans cet espace pour dissuader du drive. Et là, le poste 2, on va lui demander d'orienter vers la passe. Et encore une fois, c'est là où je vous dis que l'importance du fait que, enfin, souvent la passe 20-45, c'est que ça nous aide beaucoup dans ce type de défense. Parce que ça permet à lui de venir ici dans une situation médiane, proche de elbow point, et souvent on dit une main sur elbow point, une main sur son joueur. Voilà. Dans ces cas-là, on est dans une situation alors qu'on appelle de white. Alors, on veut évidemment pas que le joueur puisse attaquer le pick and roll. Souvent, quand on fait un screen away, c'est pour ensuite reprendre un pick dans l'autre sens, vers la droite ici. Nous, on veut dicter encore une fois la façon dont les joueurs jouent. Dans ces cas-là, peu importe la main forte ou la main faible, on veut surtout pas qu'il puisse faire danser le porte-balle. Alors là, c'est un peu ce que disait Messina dans un de ses colloques à Paris, je crois, il y a 3 ou 4 ans, sur cette défense. Et c'est un petit peu de ça dont je m'inspire dans cette présentation ici en particulier. C'est on veut dicter l'espace d'évolution du porteur de balle et quelque part défendre le pick and roll à 3 seulement, voire même à 2. Ici, s'il n'y a pas de repose du pic du 5, enfin si on est dans ce qu'on appelle un dictate, pour le coup c'est comme ça que ça s'appelle, où on dicte l'endroit vers lequel on veut que le poste 2 il attaque. Le 5 il peut venir poser l'écran ici, de ce côté-là ça ne changera puisqu'on est déjà sur son chemin d'écran. Donc on dicte la chose. On demande au 5 d'être ce qu'on appelle up and touch, c'est-à-dire assez haut pour pouvoir toucher le poseur d'écran et empêcher ce qu'on appelle, mais on va le voir après quand même, le fameux snake dribble, le dribble de serpent où vous savez ça attaque et ça reprend l'écran dans l'autre sens pour ensuite être face au 5 en direct et quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et au poste 1, d'être dans un gap jump, ici, face à la balle avec du volume, le plus de volume possible. Et là, dans ces cas-là, quand il y a ce type d'écran, le défenseur 1 annonce white, ce qui est automatiquement pour le poste 5 l'ordre, et croyez-moi à ça, ils le comprennent très vite, et très vite, ils sont contents dès qu'ils entendent du white, c'est ce qu'on a step off. Lui recule direct d'un pas pour être à égale distance entre son joueur attaquant 5 et le porteur de balle. Et c'est le poste 1 qui en fait va stopper le ballon pour le poste 5, donnant le temps au poste 2 de repasser devant et à lui de reprendre sur une aide positionnelle, un peu comme un aider reprendre. Alors ça va un peu à l'encontre de tout ce que j'ai appris il y a 20 ans sur jamais d'aide du côté ballon.
dans toutes les formations que j'ai pu avoir. Et là, on est complètement à l'opposé. On est justement être du côté ballon et empêcher tout ce qui est roll, mais surtout, ce qu'on voit beaucoup maintenant, ce qu'on appelle les short rolls. C'est-à-dire quand les postes 5 qui obligent le 5 à sortir ici et eux reçoivent la balle à 2 contre 1 souvent dans la raquette, ligne des lancers francs avec un gros temps d'avance. Ce type de défense-là, qui est une défense positionnelle, en gap jump, fait que dès que le 5 il entend white, du coup il se recule d'un pas, et même s'il y a la petite pocket pass, eh ben, il est toujours face à son joueur et pas au-dessus du niveau de l'écran et donc pas en retard. C'est un peu l'idée de base, et c'est ce qui nous arrange dans tout ce qui est screen away, rescreen, puisque encore une fois, la passe venant de 45 degrés, on est déjà positionné pour être dans ce type de défense. On veut surtout pas que ça parte de l'autre côté, puisque de l'autre côté, généralement, il y a beaucoup moins de monde pour faire ça. On verra le cas où ça part de l'autre côté aussi. Autant que faire se peut, on veut éviter au poste 5 de sortir. Surtout quand on a des très grands. C'est pour ça que je vous disais en préambule que cette défense est beaucoup inspirée de l'Espagne, puisque les Espagnols ont cette particularité d'avoir des joueurs de très grande taille. Les 7-footers sont pas rares là-bas, bien moins rares qu'en France par exemple. Et donc les 7-footers, pour avoir des 7-footers qui sont très mobiles, notamment sur les slides, bah, faut souvent aller en NBA, et encore en NBA, on revient un peu sur ces notions de très très grand, on est plus sur de la vitesse et le côté athlétique plutôt que sur l'occupation des espaces avec la fameuse règle des 3 secondes dans la raquette en défense qui bah, conditionne un petit peu tout ça aussi. Je continue sur mes petits schémas. Donc là, bah, l'objectif du défenseur 1, c'est de ralentir le joueur pour le repousser et permettre à 2 de repasser devant lui et du coup d'annuler un petit peu l'écran. Il y a des réponses automatiques à avoir dans ces cas-là, mais qui sont encore un peu, je dirais, c'est là où je rentre dans le phénomène de mode, peut-être pas encore tout à fait bien maîtrisé par tous les coachs, même si il y a beaucoup de coachs qui réfléchissent au haut niveau et on voit bien des adaptations qui sont très, très réfléchies par rapport à ça, mais qui sortent des standards un petit peu communs, je dirais. Sur la diapo suivante, et là, c'est là où on donne des repères et on apprend aux joueurs à ce qu'il faut regarder. Si l'écran il est posé et que du coup il y a un vrai retard qui est déclencheur, là le schéma n'est pas très, est pas exceptionnel, il devrait être posé encore un petit peu plus haut. Voilà. Il est posé et que le joueur du coup il attaque fort. Le joueur derrière, puisqu'il voit tout, on va être dans un white, c'est-à-dire que lui dit white, mais si jamais le joueur il réussit à attaquer le grand parce que lui, le grand est trop bas, on est sur un switch automatique par le haut. Et là, si vous avez regardé les championnats du monde de l'an dernier, en 2019, notamment de l'Australie, si vous avez l'occasion de revoir ces matchs-là, l'Australie défendait exactement comme ça et le faisait de manière admirable. Ça a gêné beaucoup, beaucoup nos joueurs de donner ce type d'aide. Je pense à un certain Evan Fournier parfois, qui allait parfois dans des aides, qui allait tête baissée dans ce type de choses et qui du coup s'enfermait et ne faisait pas les passes les plus évidentes. Là, si le joueur finalement il attaque le grand et que le grand est trop petit, le joueur prend en charge. Le X1 prend en joueur le poste 2. Et là, on sait très bien que, encore une fois, le fait d'attaquer vers là, le fait de repasser la balle au poste 1, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire, techniquement parlant, bien évidemment. Et donc, le poste 2 va faire la rotation par le haut, ici. Et le poste 5, lui, va rester dans la raquette. Dans ce contrôle du drive, bien évidemment, et toujours face à son joueur, en haut. Voilà. Je passe à la. Alors, ça, c'est le cas du snake dribble. Je passe à la situation suivante pour aller un petit peu plus loin encore. Là, on est dans un cas de black. Black, c'est quelque chose que nous, on essayait de rendre jouissif pour nos joueurs. Quand on étudiait les formes de jeu de l'adversaire, on dit tiens là c'est super, sur une touche côté, sur ça on pourra faire black. Sur ça on va pouvoir faire black. Quand il lance 2, c'est un black automatique. Black c'est une forme de banzai
Et donc là, dans ces cas-là, quand on attaque ici, le poste 1 prend en charge en gros le poste 2 momentanément. Poste 2 lui part le haut et voit ce qui se passe derrière entre 1 et 3. Défenseur 3, lui, il est chargé de la première des passes. Faut surtout pas l'anticiper. Faudrait pas l'anticiper. On peut se contenter de faire une rotation à 2, mais on donne le temps au poste 1 de tirer. Si on était à plus haut niveau, et là, les Espagnols le font très bien, en NBA, ça commence à le faire aussi, sur les colloques auxquels j'ai pu assister, si les joueurs sont capables de reconnaître le shooter du non-shooter. Là, on peut déclencher le black ou pas le black. Je m'explique. Si l'attaquant 1 est un non-shooter, on peut faire la rotation simplement à 2 et que le 3 fasse juste un petit stunt ici, une petite feinte d'aide pour reprendre son poste 3 qui, lui, globalement, est censé être plus un shooter si le poste 1 n'est pas shooter. Si les deux sont shooters, une reconnaissance aussi, et là, du coup, le 3 se met vraiment entre le 1 et le poste 3 pour pouvoir intervenir à égal timing, je dirais, de l'un ou bien de l'autre, pour prendre le plus dangereux en premier. Et si, malgré tout ça, l'attaquant 2 passe à 1 et qu'il est reconnu comme étant shooter, le poste 3 prend en charge en étant dans des orientations pour forcer les dribbles vers la raquette et vers le poste 5 qui est censé être l'arbre qui cache un petit peu la forêt. Le grand tronc d'arbre qui est au milieu de la raquette, on veut pousser au drive le shooter, que peut être le poste 1. Et ça donne une demi-seconde de plus à 2 pour faire la rotation complète jusque dans le corner. Dans des attitudes de bras qui sont les mêmes que sur ce qu'on appelle des bump down sur les zones. Quand vous savez, quand il y a des renversements de passes et qu'il y a un joueur qui arrive ici qui est pris par un joueur du bas, on oriente ici pour cacher la passe, l'extra passe corner, en mettant une main sur cette extra passe et en orientant momentanément vers le grand, un peu défense de zone à la turque, où on oriente les drives vers le grand qui est au milieu de la raquette. Je pense avoir été clair dans ce que je veux dire, et donc laisse du temps au poste 2 de faire la rotation complète jusqu'au poste 3. C'est quelque chose qu'on faisait minimum une fois par match la saison dernière, avec le groupe que j'avais à ma disposition. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Et c'est le côté un peu plus jouissif de la chose, c'est quand les joueurs amènent des questions, c'est le fait de pouvoir réfléchir ensemble à comment faire ces rotations-là. Ça peut pas être compliqué, ça ne l'est pas. C'est un peu sophistiqué, mais une fois qu'on est rentré dans des automatismes, ça permet de défendre tous les pick and roll milieu. Et surtout, ça amène l'idée d'amener les aides là où il y a le plus de monde. Donc on est dans ces défenses intelligentes, adaptatives, quasiment en temps réel. Et là, encore une fois, le 3 est là. Normalement, dans ce type de situation, est lui l'instigateur du black. Et normalement, on doit entendre ce type d'attaque. Ici, un white enchaîné par un black de 3, où 1 va prendre, 3 va se mettre entre les deux, et 2 va partir dans la rotation et va prendre la deuxième passe. Voilà. C'est un peu une défense type run and jump sur demi-terrain, entre guillemets. Voilà. Je passe à la diapo suivante parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que le pick and roll, on ne va pas le défendre de la même façon si ça part de l'autre côté. Et là aussi, c'est là où on souhaite avoir une défense intelligente, adaptative et surtout qui reconnaît la situation. Le grand, cette saison avec Jérôme Cazeneuve, sans vouloir le citer, c'était plus compliqué puisqu'il y avait une mobilité, une nouveauté pour lui dans ce type de défense. A eu du mal à vraiment se positionner. Avec Zo Coleman, c'était plus facile. Avec Amin Stevens à l'époque, c'est plus facile aussi puisque on avait affaire à des joueurs qui étaient plus mobiles. Et donc, le grand, lui, doit stopper la balle, quoi qu'il arrive. Et il ne stoppe pas la balle seulement s'il entend white. C'est un truc qu'il faut comprendre. Et donc, il y a des moments où s'il n'entend rien, de toute façon, il faut qu'il stoppe la balle. Il est conditionné pour stopper la balle. Et si ça part de l'autre côté, donc là, vous allez voir ici, ça part de l'autre côté, personne n'est du côté ballon à une passe, ici. Et donc, lui, son boulot, c'est de stopper le ballon. Il doit stopper le ballon.
Le 4 peut venir dans une aide un peu positionnelle s'il n'arrive pas à stopper la balle, pour être dans une forme d'aider reprendre. Ce qu'on ne faisait pas il y a 2 ans, ce qu'on faisait cette année avec Jérôme Casnop, qui avait du mal à stopper les ballons. Mais ce qui est préférable de ne pas faire, pour le coup, que le 4 reste sur son joueur en open deny, ouvert à la balle, et que le poster puisse stopper la balle. Et dans ces cas, puisqu'il n'y a personne à 45 degrés, positionnellement parlant, ça veut dire qu'il y a forcément 2 joueurs dans le dos pour couvrir le pick and roll. Dans la diapo qui est en place, le grand, tant qu'il n'entend rien, il sort. Son travail, c'est de stopper la progression du petit. Et s'il n'entend rien, c'est parce qu'il n'y a personne ici qui peut, entre guillemets, stopper la balle pour lui. Et ça veut dire, naturellement et positionnellement parlant, qu'il y a forcément 2 joueurs dans le dos pour couvrir. C'est naturel. 2 joueurs dans le dos pour couvrir la descente de pique. Et c'est là où on veut que ces défenses soient intelligentes, c'est reconnaître la situation. La situation d'avant, on a ici dans cette diapo de gauche ici, le grand doit sortir quoi qu'il arrive, s'il n'a pas eu le temps de voir, même s'il il doit voir qu'il y a quelqu'un à 45 degrés, donc il doit pouvoir déjà un petit peu anticiper ce white. Mais ici, s'il y a quelqu'un, le joueur 1 doit communiquer ECL, early, continuously, loudly, white, 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 de façon à ce que le grand, et là, encore une fois, dès qu'ils ont compris le truc, vous inquiétez pas, des fois ils l'anticipent bien avant que le white arrive même, pour step off, ne pas avoir besoin de sortir et pouvoir défendre son joueur en cas de pocket pass ou de short roll. Dans la diapo suivante, là, pour le coup, il n'y a personne. Le grand est conditionné pour sortir et stopper la balle. Et s'il n'entend rien, il doit stopper la balle. Alors après, sur un dribble, 2 dribbles, quand est-ce qu'il repart? Est-ce que c'est quand le joueur dribble vers le haut? Est-ce que c'est quand le joueur il stoppe son dribble? Ça, c'est des repères que vous devez donner. Nous, souvent, ce qu'on a tendance à dire, c'est si le joueur porte le balle à les épaules, qui ne sont pas face au cercle, alors on est moins agressif. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est un des fondamentaux qu'on doit apprendre, je trouve, en attaque, quand on joue les pics, c'est de souvent avoir les épaules face au cercle pour pouvoir décider et partir à l'attaque du cercle à n'importe quel moment. Si le joueur attaque le pic en ayant les épaules qui regardent, par exemple, vers le grand corner ou vers la ligne de touche, dans ces cas-là, le joueur sera moins agressif. Si le joueur est face à ses épaules qui sont face au panier, dans ces cas-là, on sera plus agressif pour limiter justement l'agressivité du porteur de balle. Et après, dès qu'il stoppe le dribble, ou s'il fait un dribble vers le haut, le grand repart tout de suite, pour justement minimiser les aides défensives dans le dos du pic et limiter le phénomène de retard. Donc là, dans le cas présent, il n'y a pas de joueur à 45 degrés, on est sur un blue simple. Ça peut être, en fonction du temps de la possession, un blue switch. Il y a 2 ans, on a essayé cette année, mais c'était plus compliqué. On switchait automatique dans ce type de situation-là, parce qu'on avait des joueurs à même de pouvoir prendre les rôles des 5, et on rentrait au sein de la même possession, parfois, sur du blue et du switch, enfin, du blue, du step, du switch, dans la même possession, ce qui rend les lectures en attaque de plus en plus complexes, quand même. Sauf à jouer toujours sur le même principe, à partir du moment où vous avez pu repérer des habitudes défensives qui font que. Ici, dans le cas présent, et si c'était cette année, Jérôme serait intervenu au niveau du elbow, parce que ses capacités athlétiques font qu'il n'est pas capable de faire plus. Et on aurait demandé à Kat de venir dans cet espace de façon à donner une aide positionnelle un peu plus loin, ce qui nous arrange pas forcément tout le temps beaucoup, mais voilà, c'est toujours pour s'adapter aux qualités intrinsèques des joueurs. Et surtout, on fait intervenir le joueur le plus costaud dans le dos du pic. Et là aussi, il y a une reconnaissance de situation. C'est moi qui suis safety. Là, c'est le joueur du bas, mais si le défenseur 3 et 2 avait été inversé ici, on aurait emmené le joueur du haut à venir toucher le plus haut, toujours le mieux. C'est toujours le mieux. Et au deuxième défenseur de se mettre entre les deux pour prendre la première passe et faire ce qu'on appelle, enfin ce que les Américains appellent un X-out, c'est-à-dire que ça forme un X. Il y en a un qui vient toucher, le 3 ici par exemple sur la descente de 5, il vient toucher. Le 2 prend la première passe, il y a une passe skip corner, le 2 va prendre et le 3 va reprendre, le 4 va jumper ici, le 1 va glisser et le 5 va repasser devant pour empêcher ensuite le seal de 5. Voilà.
Donc, pour vous montrer sur la même situation, en fonction du côté où ça part, on n'est pas sur le même de réaction de la part du grand. La réaction est conditionnée par ce qu'il entend en termes de communication, et ce qui, à force, et au fur et à mesure de la saison, il arrive à repérer sur le positionnement de ses partenaires. Voilà, donc là, si ça part sur la droite, on est sur un step. Si ça part sur la gauche, on est plus sur une station de white et de gap jump du côté fort puisque du coup, par définition, il n'y a qu'un seul joueur dans le dos du pic. Et donc, ça ouvre un joueur vraiment tout seul et ça limite les rotations défensives sur ce joueur tout seul dans le dos du pic. Voilà, donc j'espère voilà, j'espère être clair dans ce que je vous raconte et j'espère que vous avez à peu près compris le principe. Je vous remercie de mon côté de votre attention. Je suis conscient que c'est pas facile d'écouter une personne comme ça aussi longtemps.